Bonjour Esther, Bonjour Lily. comment tu vas? Moi, je vais bien, toujours. Je vais très bien. Je suis détendue, très contente d'être là et très contente de préparer cette émission. Et merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie, bien évidemment. Bon, raconte-nous ton histoire. Cette histoire, je sais que ça va nous aider. Ouais. Nous sommes impatientes de te suivre. Hmm. Que s'est-il passé? Qui est Esther? Ok, d'abord, ça, c'est la première question. Bah, déjà, Esther, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Je ne vais pas me présenter parce qu'en fait, souvent, les gens, quand les gens se présentent, ils vont me dire je m'appelle tel, j'ai tel âge. Non, non, non. Ça sert à rien, ça. Je suis une femme, je sais ce que je veux. Je connais mon identité. Je suis déterminée et je n'ai pas peur d'aller chercher les informations. Et Esther, c'est une femme de bientôt 40 ans. C'est l'année de ma quarantaine, j'ai hâte d'y être. Qui, oui, effectivement, j'ai su traverser beaucoup de choses dans ma vie. Après, j'ai pas eu non plus la pire vie du monde. Hein. Après, entendons-nous bien. Hein. Moi, quand je vois des personnes qui ont traversé la guerre, toutes ces choses-là, moi, j'ai pas connu ça. Mais c'est vrai qu'on peut avoir aussi des situations de vie, des circonstances de vie qui nous marquent, en fait. Bien évidemment. Et après, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, j'ai surmonté ces choses. J'ai guéri de ces choses-là. Et je pense qu'il y a une personne qui a besoin aussi de ces témoignages pour pouvoir aussi se relever. Et évidemment, c'est pas une émission pour les femmes. Qu'on soit femme, homme, enfant, jeune, on peut se retrouver en fait. Donc moi, je suis là pour partager mon vécu, mon témoignage, enfin mon parcours. Et dans cette émission qui va parler de blessures, les blessures. En effet. Et Esther, elle est là. Moi, je suis une personne qui... Je suis toujours positive. Toujours positive, franchement. Pourtant, je peux avoir des combats, des défis, mais je pars du principe, en fait, où dans la vie, on fait le choix. La positivité, c'est pas juste une formule. Non, c'est un style de vie. Parce qu'on peut pas maîtriser les situations, on peut pas maîtriser toutes les circonstances. La situation, elle est là. Je peux pas la fuir, mais je fais comment pour m'en sortir? Donc, si tu veux savoir qui est Esther, Esther, c'est une fille qui a un parcours atypique. Je me définis en fait en personnalité. Si j'étais un animal, j'ai dit souvent, je pense que j'aurais été un zèbre. Pourquoi un zèbre? Parce que le zèbre, en fait, quand on regarde bien la particularité d'un zèbre, c'est un animal qui est hors de cadre, qui est différent, qui ressemble à aucun autre. Le zèbre, il est à part, il pense différemment. Et on ne peut pas dompter cet animal-là. On ne peut pas le dompter, comme on peut dompter un cheval ou un âne. Le zèbre, en fait, c'est le genre d'animal... Tu vois, même les enfants, on ne comprend pas. On ne comprend pas ses tâches. Pourquoi ça? Moi, je suis comme ça. Je ne rentre pas dans les cases. Et je ne suis jamais, même étant enfant, j'ai jamais été... En fait, toute mon enfance, j'ai été une adulte. En fait, j'ai toujours été une adulte dans un corps d'enfant. Toujours les réflexions différentes, toujours les questions, les questions, les questions, les questions, les questions. Et voilà, donc les blessures. Pour me présenter rapidement, je suis née en Haïti. Voilà, en Haïti, un pays, après, attention à ce qu'on voit à la télé, c'est vrai qu'il y a des réalités, mais en tout cas, moi, quand je suis née, c'était un pays, je suis née dans un lieu paisible. Et voilà, ma naissance, en fait, c'était particulier. Hein. Donc voilà, je suis née d'une maman qui avait 17 ans, un papa qui en avait 20. Mes parents n'étaient pas forcément mariés, c'était vraiment une petite rencontre, je sais pas à quel lieu c'était. La jeunesse, quoi. La jeunesse, quoi. Donc voilà, donc je suis née comme ça. Et voilà, dans des conditions... Après, moi, je peux pas dire que j'étais pas pauvre. Franchement, j'étais jamais été pauvre de ma vie. Voilà, je voulais pas sur l'or, mais j'avais une maison, j'avais tout. Et mon papa, en fait, quand je suis née, il est parti d'Haïti pour aller se chercher en Europe. Et à 20 ans. Mais il n'a pas lâché son rôle de père. Il est parti. Ben, c'est un père, c'est ça, en fait. C'était pas un géniteur. Il avait fait ce choix. Ok, c'était dans l'instant, mais il a dit, là, j'ai fait un choix. Il y a un enfant, j'assume. Donc, mon papa vient. Moi, je reste dans ma famille. Mais après, c'est comme tout, quand on est dans un pays comme ça, avec une maman de 17 ans, qui n'a pas forcément les ressources, qui n'a pas forcément Voilà, ça peut être mal vu. Voilà, ça peut être mal vu. Et voilà.
enfant de tel. Tu connais les discours. Oui. Et après, je suis là. Ma maman, elle fait le choix d'aller jusqu'au bout du projet. Mais je pense qu'elle était aussi bien entourée. Et voilà, je suis née comme ça. Et pour pas trop rentrer dans les détails, les circonstances de la vie ont fait que j'ai pas vécu avec ma maman. Enfin, je suis restée avec elle jusqu'à l'âge de 1 an et demi. Et après, je suis allée dans une autre maison. J'ai une grand-mère, on va dire, une grand-mère. En fait, c'était une des femmes de mon grand-père de l'époque qui m'a élevée. Et du coup, arrivée là-bas, à 17 mois, elle me dit souvent, tu es arrivée, tu avais 17 mois. Donc la vie, c'était comme ça. J'ai eu une enfance paisible, moi je dirais. Donc du coup, j'avais ma grand-mère qui m'avait recueillie. Et en même temps, j'avais aussi des relations avec mes 2 autres grand-mères. Où j'allais, voilà, pendant les vacances. J'ai jamais coupé le lien, Du en fait, côté avec... maternel, Du côté maternel, j'ai pas coupé le lien. Tu vois, j'ai pas coupé les liens. Ma mère, même si j'ai pas grandi dans la maison avec elle, j'allais la voir pendant les vacances. Vraiment, il y avait toujours le lien qui était là. Donc, je grandis comme ça. Rentrer à l'école, parce que nous, à mon époque, on n'allait pas à l'école à 3 ans. On allait à l'école à 6-7 ans. C'était comme ça se faisait, dans les années 90. Voilà. Moi, je suis allée à l'école vers 7-6 ans. Mais je suis rentrée, on va dire, dans l'équivalence de la grande section. D'accord. Donc, je suis allée à l'école. Mais en fait, j'ai des très bons souvenirs de mon enfance. J'ai toujours été brillante à l'école. Ah, ça, c'est clair et net. J'ai toujours aimé l'école. C'est pour ça que je suis consultante en éducation et parentalité, parce que l'éducation, pour moi, c'est la clé de la vie. Et j'ai tous mes souvenirs qui me reviennent souvent. J'ai appris à lire seule, à écrire seule. Tout mon apprentissage s'est fait seul. Et voilà, je grandis dans l'insouciance, tout ça. C'est arrivé, j'ai été aimée. Je pense que j'ai été aimée dès le début par mon père, qui assumait sa responsabilité, et même pas ma grand-mère, la mère de ma mère, qui, bien qu'ayant sa fille de 17 ans enceinte chez elle, a accepté le regard des autres, tu vois, le mépris, la honte, tout ça. Donc, tu sens, moi, je pense que dans mon parcours, il y avait l'amour, tu vois. J'ai mis du temps à comprendre, en fait, que j'ai été aimée. Et voilà, ça me suit, je grandis, je vais à l'école. Voilà. Tout va bien. Bon cadre de vie. Non, parce que je le dis, parce que souvent, on a l'impression que les personnes qui sont nées en Afrique, en Haïti, on danse sous les arbres, on mange à 40 000 dans une assiette. Des représentations erronées, quoi. Tu vois, ce sont des fausses représentations. Oui. Et moi, je ne suis pas une coach, une consultante avec l'histoire, oui, je suis née pauvre, en Haïti, j'avais même pas 1 euro, c'est pas vrai. Moi, je suis authentique, j'ai dit les choses comme elles sont. Donc, j'ai pas été pauvre, je peux pas dire ça. J'ai toujours été, voilà, j'ai eu la maison, j'étais à l'école, tout ça. Jusqu'ici, ça allait, ma vie, une petite fille, aimée de tout le monde. J'ai toujours été même par les voisins. Même si on disait que tel machin ne fait pas des choses bien, moi, ça me disait rien. J'allais quand même chez la personne, il m'arrivait rien. Ok, jusque-là, ça va. Pas de traces de blessure. Et je vais grandir et tout. Aller à l'école, réussir à l'école. Quand c'était les vacances scolaires, je pleurais, quoi. Je voulais vraiment pas être en vacances, mais tellement j'aimais l'école. La blessure, en fait, elle va arriver, je pense que plus vers l'adolescence. Vers 12, 11 ans. Non. À la recherche d'identité, quoi. Même pas, en fait. Moi, mon identité, je l'avais déjà, parce que vu que j'ai été très aimée par ma grand-mère et par mes grand-mères, du coup, comme j'avais mon grand-père avait, voilà, beaucoup de femmes, du coup, moi, j'ai toujours été dans les maisons des mamies, tu vois, comme c'est au pays. Donc, j'ai pas eu de rejet ou quoi, j'ai été acceptée. En fait, jusqu'à mes 13 ans, je vivais ma best life. Ma vie. Mon papa était en France, il m'envoyait l'argent, j'allais dans l'école privée, j'avais même les jouets des enfants d'Europe, tu vois, j'avais une Barbie, tu vois, je me souviens encore. Mon papa aimait beaucoup le basket, tu vois, et son équipe, c'était Chicago Bulls. Moi, il m'envoyait des sacs, tu vois, le sac Chicago, tu rentres à l'école avec ça, tu es fier. Ça vient de France. Et j'ai pas grandi avec lui. La première fois que je l'ai vu, c'était en 96, j'avais 10 ans, parce que moi, je suis en fin d'année. Donc, pour moi, voilà, mon papa, tu sais qu'il est en France, il t'envoie. À l'époque, c'était les cassettes, hein. Les cassettes, les courriers, on parlait beaucoup, voilà. Mais quand tu le vois, mais en fait, j'ai pas forcément eu ce sentiment d'absence de père. Bon, en même temps, tu me diras, au pays, il n'y a pas de psychologie, hein.
Ben oui, parce que Est-ce que c'est parce que j'avais pas tu accès à la étais psychologie? oui, tu étais aussi bien entourée, tu te J'étais bien contentais entourée, de ce que tu exactement. avais. Parce que tu vois, quand tu es dans l'environnement, enfin, dans l'environnement où j'étais, je voyais bien que j'étais différente des autres. C'est-à-dire, Oui. j'étais privilégiée, tu vois, Mm. que ce soit à l'école ou même autour de moi. Je voyais bien qu'il y a des personnes, tu vois, moi, enfin, hier même, je pensais à ça. J'avais des images qui me revenaient, des élèves qui ne payaient pas à l'école, tu sais, au pays comme on sait, Mais oui, qui étaient en effet, renvoyés. renvoyés, oui, oui. Tu vois, quand tu es en Parce classe que comme la ça, tu n'as famille pas n'a pas payé, des on moyens, vient te oui. chercher. Marguerite, Dehors, c'est... oui, oui. Est-ce que tu as vu le traumatisme? Mm. Voilà. En effet. Moi, j'étais pas comme ça. Parce que moi, mon année était déjà payée depuis. Toute Oui, l'année oui, était oui, payée, oui. Un papa tu en vois. Europe, il Voilà. assume, quoi. Tout. Donc, Payer les habits, la nourriture, les fournitures. Ok, ça allait. Honnêtement, de 0 jusqu'à mes 13 ans, j'ai pas eu de manque, de carence. Ma grand-mère m'aimait, mes grands-mères m'aimaient. Et j'étais aussi dans un milieu spirituel. Bon, j'allais, tu vois, avec mes copines. On faisait des choses à l'église, des Noëls, voilà. Sauf qu'en fait, la blessure intervient, je pense, j'ai pas tous les souvenirs, mais je pense que c'était vers mes 13 ans. 98, tu vois. Je me rappelle, hein. Bon, après, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose qui s'est passé et que je suis guérie, j'en veux même pas. Voilà. D'accord. C'est pour vous montrer mon chemin. Parce que souvent, quand on voit quelqu'un réussir, on a tendance à dire, ah ouais, mais elle, son fils, sa fille. En fait, tais-toi. Ne jalouse pas la réussite des autres. Tu ne connais pas mon chemin, tu ne connais pas mon parcours. Donc, mon parcours, c'est quoi? En gros, clairement, je me rappelle très bien de ce jour-là. Un soir. Toujours le soir, hein, les choses bizarres arrivent le soir. Un jeune homme de mon quartier, je ne vais pas dire son nom, de toute façon, le but, c'est pas de régler mes comptes, parce que voilà. Oui, en effet. En fait, honnêtement, j'ai subi un viol, ce qu'on appelle un viol. Tu vois, bon, il me dit, voilà, hein. Voilà, moi, je ne sais même pas ce que c'est. Tu sais, au pays, là, c'est le viol, tu ne connais pas. Là, même si tu es dans une école chrétienne, en fait, nous, on n'avait pas l'éducation sexuelle, on ne connaissait pas, tu vois, le corps, tu vois, l'école et encore. Et voilà. En fait, cette personne-là, en fait, c'est 20 ans après, je vais me rendre compte que c'était pas quelqu'un de méchant. Il n'a pas fait ça pour me faire mal, mais lui-même ne savait même pas que c'était ce qu'il faisait, c'était ça. En plus, c'est quelqu'un qui avait mon âge, tu vois. C'est pas comme si c'était un tonton ou... Non, c'était un jeune comme moi, tu vois. Et même nous-mêmes, je me rappelle, j'avais des images qui me revenaient entre nous, entre jeunes. Des fois, il y avait... on ne connaissait pas nos corps ou on ne parlait pas de ces choses-là, tu vois. Et il y avait toujours quelqu'un qui disait, ah, est-ce que tu es capable, par exemple, d'embrasser tel, d'embrasser tel. Tu sais, des défis comme ça, on se rend pas compte que des c'est jeux, comme si c'était un toujours jeu, un plus quoi. grand Oui. qui poussait les plus petits à faire des choses qui ne sont pas bien. Mais toi, tu le sais pas, toi, que c'est pas bien. Bref. Donc moi, je grandis, donc ça se passe et tout. Mais voilà. Ça n'était pas consentante quand même. Pas du tout, mais moi, c'est pas consentant. Ah, Tu vois, oui. déjà, le gars, il devait avoir genre 2 ans de plus que moi. Donc, Oui, si moi oui. j'avais 13 ans, il avait 15 ans. Et du coup, voilà. Une fois, c'est arrivé 2 fois, tu vois. Oui. Et après aussi, il y a eu des attouchements de la part d'une personne qui était quand même dans mon entourage proche, qui était un peu plus grand. Oui. Mais pareil, c'est tout. Comment te dire, tu sais, quand tu n'es pas informé d'une chose, Oui. tu peux penser que c'est rien. Mais tu es ignorante. Tu es quoi. ignorante, en fait. C'est-à-dire que moi Ignorante. c'est ça que je dis. Le but, c'est, moi, je ne dirais jamais à qui que ce soit qui m'a fait quoi, parce que cette histoire, elle est enterrée, en fait. Tu sais, quand tu guéris, la vraie guérison existe quand tu sais que quand tu parles de la chose, ça te fait plus rien. Oui. Je reviendrai plus effet. jamais en arrière, tu vois. Tu comprends, maman Lily? Oui, Je suis une femme guérie. Ces personnes-là, je les aime. Parce que j'ai compris que ce n'étaient pas des personnes méchantes. C'est juste qu'elles ont fait quelque chose. Elles n'aiment même pas. Si c'était en France, peut-être que j'aurais dit, bon, c'est un autre monde. Mais là-bas, il n'y a pas d'éducation sexuelle. Tu ne sais même pas c'est quoi un viol. Tu ne connais même pas. Tu vois. Donc voilà, c'est tout, ça se passe et tout, tranquille. Mais je pense, tu sais, c'est comme tout. Hein. Moi, je veux rentrer sur un point spirituel. Oui. Je pense qu'il y a eu quelque chose. Parce qu'à partir de là, je sentais que mon insouciance, ma fragilité, tu vois, comment dire ça, mon innocence, ça avait changé. Il y avait quelque chose qui s'était passé, tu vois. Et après, je suis là, je fais ma vie, je vais à l'école. Bien sûr, tu dis ça à personne, non? Évidemment. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, toi-même, tu sais pas ce qui t'arrive. Pour toi, c'est... Le lendemain, la vie... Voilà. Et voilà, ma vie a continué, tout ça, tout ça. Je vais à l'école, je vais réussir. Et je
venir retrouver mon père. Oui. 1 an après, enfin, on va dire 2 ans après. Mm. Je vis avec, hein. Tu vas faire quoi? Il n'y a pas d'association. Toi-même, tu dis, le grand là-bas, là, il pousse les petits à faire des bisous, des machins. Bon, voilà. Pour toi, en fait, on s'éduquait. C'est-à-dire que l'environnement, je voyais des jeunes s'éduquer comme ça. Tu vois? Mm. Et après, j'arrive ici, à 14 ans, en 2000. Mm. Tout ça, j'arrive en France. La France tant attendue, tant rêvée, tu vois, parce que mon rêve, c'était de rejoindre mon père, tu vois. Et je travaillais bien à l'école. J'avais cet objectif, c'est de venir en France pour étudier, tu vois. Et comme on dit souvent, que je dis dans mon coaching, tu ne peux pas avoir quelque chose que tu n'as pas visualisé. J'étais dans mon quotidien en Haïti. Moi, j'ai dit, j'étais pas pauvre, j'étais pas malheureuse. Mais je savais que pour avoir accès à certaines études, il fallait que je quitte. Tous les jours, j'écrivais. Je rêvais, je mettais ma vie, tu vois. Et jusqu'à ce que ça se réalise. J'arrive et tout, en Europe et tout, en France, un été 2000, 14 ans. Et c'est à ce moment-là, je commence à entendre à la télé, tu vois, des viols, des machins. Je tends l'oreille. Je dis, mais ça là, c'est pas ce que j'ai c'est suivi. pas la chose qui s'est passée là-bas. Et là, je commence à réaliser que la chose qui m'était arrivée, c'était pas normal, tu vois. Et après, ben, évidemment, tu vas dire à qui franchement, 14 ans, je suis là, je suis un nouveau départ pour moi. Ce que j'avais dans ma tête, c'est mes copines, trouver des amis, m'intégrer, voilà. Et ça me suit, enfin, je vis ma vie, tu vois, sans rester sur ça. Et voilà, je vis comme ça, Mais après, ben, je pensais pas que, enfin, je vais dire à qui, pourquoi, ça allait changer quoi. Et le traumatisme, il n'y a pas eu un choc, il n'y a pas eu quelque chose qui t'a dérangé un tout petit peu par la suite? Aussi? Oui, dans ta vie de couple, oui. Oui, parce que du coup, ça m'a dérangé à 14 ans. Je me suis dit, en fait, ouais, quand même. Mais je m'interdisais de penser à ça maintenant. Parce que tu te rends compte, j'ai quitté mon pays pour être ici, quoi. Tu vois, le dream, le vrai rêve est là. Je mets ça de côté dans une boîte. Je vis ma vie, tu vois. Je vais à l'école, je fais ma vie, je suis là, vraiment... Voilà. Sauf que, comme tu sais, hein, quand une chose n'est pas réglée... Oui, ça revient, quoi. Oh, oui, tu as beau étouffer, bah déjà ça je revient pense, plus fort. ce que je veux dire, ça va choquer peut-être certaines personnes, c'est moi, comme ça, je l'ai vécu. Je dirais pas que... Enfin, non. Ce qui m'est arrivé, en fait, ça a mis une barrière à la suite. À partir de là, quand je suis rentrée en France, je savais que ça, c'était pas normal. J'avais mis une barrière volontaire à toutes les relations. D'accord. Tu vois, ça m'a préservée d'un côté. Je savais que moi, là, les histoires de filles, enfin de garçons, tout ça, copinage, machin, c'est mort. Tu vois, ça m'avait fait, il y avait une peur. Tu vois, il y avait un blocage. Ça m'a tellement traumatisée. Oui. En fait, mon traumatisme, comment dire, se réveille là. Tu vois, non. Un an. 14, 15 ans, quoi. 15 ans, tu vois, tu te dis, ah ouais, d'accord. J'ai dit, à partir de là, moi, là, mon corps, là, personne ne va toucher ça. D'accord. Ah non, ça, c'était radical. Oui. Tu vois, non, il n'y avait pas ça. C'est un choix. Hein. Peut-être c'est parce que j'ai vécu ça, ça m'a, qu'on le veuille ou non, ça m'a permis de penser comme ça. Oui, l'effet a été plus tard. Pour moi, parce que dans ma tête, je me suis dit, non, ça, c'est mort, en fait. Oui. Tu vois, et genre, je continuais comme ça. Et ça m'a préservé longtemps, ça, hein, jusqu'à la vingtaine. Hein. Mes amis me disaient, mais toi, t'es coincée, oh là là, oh, t'es trop sérieuse, ah, t'as pas fait la chose. J'ai dit dans ma tête, mais ils ont rien compris, eux, laisse tomber. Et ça m'a préservée. C'est vers la vingtaine, je grandis. Et ça commençait à être bizarre. C'est-à-dire, même me marier, avoir une famille, ça me disait rien. Parce que moi, je me disais, je veux pas. Tu vois, je veux pas. Et bien sûr, j'avais pas de psy ou... Oui, c'était ton travail personnel, ton courage, quoi. Tu vois, j'avais pas de psy, j'avais pas le temps d'aller chez la psy. Bon, écoutez, j'avais 13 ans. Déjà, le psy, à l'époque, t'imagines, il y a 20 ans, c'est... Tu vas voir un psy, c'est que t'es fou. Déjà, même jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, dans notre communauté, le psy, c'est... Voilà. Oui. Mais après, j'ai vécu comme ça. Dieu merci, j'ai pas à me plaindre. J'avais la réussite, hein.
J'avais une relation avec mon père. Bon, après, il y a eu d'autres péripéties, d'autres parcours. Je ne vais pas évoquer ça ici, c'est pas le lieu. Les circonstances de la vie. La vie, c'est-à-dire quoi? C'est forcément, tu n'as pas forcément tout ce que tu veux. Tu rencontres aussi des personnes qui vont te faire du mal, des personnes qui vont te décevoir, des personnes qui vont aussi profiter, abuser de ta gentillesse, de ta vulnérabilité, de ta confiance. Tu vois? Mais c'est pas grave, ça me construit, moi. Ça me construit. Tu vois? Je n'ai pas le temps de me plaindre. Et c'est comme ça que j'évolue. Et je vais arriver aux études, tranquille. Mais toujours pas de relation de couple ou quoi. Hein. Je peux avoir un petit copain, voilà, un petit bisou, voilà. C'est fini. Et c'est à quel âge que tu as commencé à avoir un petit copain que tu peux dire, me faire bisou? Juste le bisou. Voilà. Ouais, bon, on va me trouver vieille, mais je pense que vraiment... Après, c'est vrai que j'étais une fille très bien propre sur moi, j'étais sportive. En fait, j'étais très connue quand j'étais à l'école. Franchement, au collège, au lycée, vu que j'étais sportive, ça attirait les gens. Quand tu es sportif, on veut te prendre dans l'équipe. C'était quoi comme sport que je faisais du foot, moi. D'accord. Je faisais du foot, je tapais dans le ballon, j'aimais le foot, j'aimais ça. Tu vois, déjà quand je suis arrivée ici... Tu jouais à quel poste? Moi, j'étais attaquante. Waouh. Moi, j'ai la lionne qui va chercher le ballon, tu vois. Et ça m'a sauvée. Oui, je suis une lionne, je vais chercher le ballon. Et quand je suis arrivée au collège, je quitte mon pays, j'arrive au collège. Et au début, tu sais, quand tu arrives avec un choc de culture, les gens ils commencent à te mettre de côté, à dire elle est bizarre, c'est là, on n'avait même pas le même code vestimentaire, tu vois. Tu viens du bled, tu dis, waouh, c'est quoi ce look-là? Mais quand ils m'ont vu jouer au foot une fois, ils ont dit, oula, celle-là, on l'a vu dans notre équipe. En fait, la popularité, l'appréciation des autres est venue par le foot. Et après, je me rends compte que pour avoir grandi en Haïti, j'avais accès qu'au foot, tu vois. Et au fur et à mesure du collège, je vais avoir beaucoup de facilité sur pratiquement tous les sports. Bon, je n'aimais pas trop le tennis des tables, mais comme je voulais pas que ça creuse ma moyenne, je me donnais quand même. Que ce soit le basket, baseball, j'étais bonne dans tous les sports. Est-ce que c'est pas ce sport-là qui t'a permis de traverser cette étape-là émotionnellement? Bien sûr. Et te dire, fais ta propre guérison? Oui, parce que en fait, vu quand j'étais en Haïti, je jouais au foot avec les garçons. Déjà, il y avait une différence entre filles et garçons. Quand tu tapes la balle, les garçons, tu es plus forte qu'eux. Bon, déjà, ils sont pas contents. Oui. Tu vois, et moi, j'arrive ici, je vois que le sport, ça m'ouvre des portes, quoi. Même au niveau de la popularité, au collège. Du coup, comme je commençais à être appréciée de mes camarades, même des professeurs, tu vois. L'athlétisme, n'en parlons pas. Hein. Je fais les 200 mètres comme ça, ça me donnait une confiance. Donc, du coup, je voulais même, tellement j'étais portée par le foot, je me renseignais même pour intégrer un club de foot féminin à l'époque. Mais tu sais, l'ignorance. Pour faire de ça ta profession, quoi. Oui, j'étais ignorante. À l'époque, on n'avait pas les clubs comme aujourd'hui. Les jeunes filles peuvent jouer. Mais il y a 20 ans, tu n'avais pas l'info. Quand tu n'as pas l'info, forcément, tu ne vas pas jusqu'au bout. Comme j'avais le sport, j'étais douée en sport. Et que même à l'école aussi, j'étais bien. Mais je n'avais pas le temps de m'asseoir sur les traumatismes. De penser, Voilà. Et voilà, donc je vivais ma vie, j'étais tranquille. C'est quelques années après, vers 22, 23 ans, je veux, clairement, pour faire simple, je veux faire une rencontre spirituelle qui va tout bouleverser. D'accord. Tu vois, ça va, voilà. Bon, après, spirituellement, on va dire en Haïti, on va à l'église depuis qu'on est en couche-culotte. Hein. Oui. Tu vois, t'es né dedans. Ça fait partie toutes mes images, j'ai toujours été là-bas. De la culture, quoi. Culture. Dieu merci, j'avais une grand-mère équilibrée quand même, qui me mettait les freins. Elle me disait, non, tu viens pas aujourd'hui. Tu restes à l'école, tu étudies. Non. Ça m'aidait, tu vois. Quand je venais, c'était vraiment... J'avais plus de devoirs à faire, j'avais plus de rendu, tu vois. Et là, je commence à faire ce parcours spirituel en étant à l'école. À l'époque, je faisais un BTS Management des unités commerciales. Et là, je veux capter c'est quoi l'identité. C'est quoi une blessure. D'accord. Et là, tout remonte à la surface, tu vois. Tout ce que j'avais vécu... Il y avait une lutte, en fait. Tu vois, il y a une lutte intérieure. Oui. Tu vois, qui se met en place. Je dis, ça, c'est pas bien. Et là, je me dis, purée, c'est chaud quand même. Parce qu'en plus, je commence à écouter des témoignages des personnes qui avaient vécu ça et comment ça compliquait leur vie de couple, les relations. Oui. Relations entre les couples conjoints. Parce que tu as les blessures qui sont à vif. Tu n'arrives pas à les gérer. J'ai dit, ouais, ça c'est fini le sport.
ou avec tes copains du collège, du lycée, où tu peux... Là. Non, mais après, bah, j'ai fait ce travail, en fait. Je me donnais dans cette activité spirituelle-là. Mm. Et je me donnais vraiment... Moi, je suis comme ça. Quand je m'engage, je m'engage. Je ne m'engage pas à moitié. Est-ce que ce n'était pas le moment était déjà venu à travers cette rencontre spirituelle de faire véritablement ton deuil et guérir de tes blessures? Parce que je pense que le sport t'a permis de mettre ça de côté et de te sentir populaire, avoir estimé, ce qui fait que tu as mis ça de côté. Et la rencontre spirituelle te permet donc de remettre toi en surface, dire, le moment est venu, Esther, de guérir de tout ça et d'avancer. Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que justement, quand cette rencontre spirituelle intervient, en fait, comment te dire ça? Je ne parle pas de christianisme ou de religion ici. Oui, je parle de moi, de mon expérience. Tu vois? Parce que je pense que pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui est personnel. Tout à fait. C'est un choix. Moi, j'ai toujours dit, je fais une petite parenthèse, j'ouvre la parenthèse. Dans la vie, si tu n'as pas choisi ta foi, tu n'as pas choisi ton mari, tu choisis une mauvaise maison, un mauvais travail, tu changes. Mais la spiritualité, la relation de couple, ce sont vraiment des choix que toi-même tu dois faire. Tu vois ou pas? Donc quand je parle de spiritualité, c'est un choix personnel que moi-même, j'ai réalisé à l'âge de 23 ans. Tu vois, j'étais consciente, j'étais pas bête, j'étais à l'école, quand même j'avais un niveau intellectuel, on n'est pas venu me laver le cerveau, tu vois. Non, parce que souvent, il y a des personnes qui peuvent penser, ouais, bon, non. On m'a pas imposé, j'ai fait ce choix. J'ai fait une rencontre qui m'a poussée vers ce choix, tu vois. Et là, je me donnais à fond, quoi. Et dans cette démarche de me donner à fond, ma vision de la vie avait changé. Maintenant, je commençais plus à guérir petit à petit, à prendre confiance en moi et à entendre le pardon comme ça devait être fait. Tu sais, quand tu lis le pardon, il faut pardonner, ok. Oui. Mais moi, ça me concerne pas pour l'instant. Mais moi, je commence petit à petit à écouter des enseignements, à rentrer en contact avec des personnes qui voulaient me donner le meilleur. Et je savais que le pardon, c'était ça, la première clé. Il fallait que je pardonne. Tout ce qui s'est passé. Ouais. Oui. Et moi, Dieu merci, c'est peut-être une facilité que j'ai eue. Ça a été tout de suite le pardon. J'ai dit, ah, ok, il a fait ça, non, il s'est passé ça. J'ai dit, Esther, on oublie, pardon. Donc, dès que j'ai laissé de pardonner, c'est comme si mes blessures, en fait, guérissaient. C'était la porte ouverte au chemin, à la guérison, tu vois. Je ne voyais plus les hommes de la même manière. Tu vois, c'est-à-dire que je peux me faire draguer. En plus, moi, j'étais dans un milieu financier, tu vois. Je travaillais pour un groupe qui finançait des projets, tu vois, un grand truc, hein. C'était corsé. J'étais dans ma petite tour à la Défense et tout, j'étais chic, propre et tout. Non, mais j'étais, ma chérie, j'étais chaude, hein, j'étais fraîche comme ça. Mais j'ai commencé à voir quand les collègues me draguaient ou disaient des choses, j'avais pas cette agressivité. Oui, tu ne t'es plus bloquée, quoi. Tu vois, non, voilà. En moi, je disais, aimez-vous l'arrêter de me draguer. Hein? Moi, j'ai changé de vie maintenant. Mais c'était vraiment avec du respect. Alors qu'avant, tu me dragues au travail ou même... Tu vois, je me sens vraiment... Les émotions sortent sortent de moi. Je me dis, il va me faire du mal, tu vois. Tu extériorises. Exactement. Mais là, quand je me faisais draguer dans le train, dans le bus ou par les collègues, c'était plus, mais arrêtez là, laissez-moi, vous m'embêtez. J'ai dit, Esther, c'est toi qui dis ça? C'est toi qui penses comme ça? Tu étais détendue, quoi. J'étais détendue. Voilà. Et j'ai vu aussi, à travers de ces collègues-là, c'était pas des pervers, tu vois. C'était pas des gens qui voulaient... C'est juste des petits dragueurs, tu vois, mais sans plus. Et grâce à cette... Mais aussi, je voulais dire aussi une chose, dans ma quête, dans mon chemin de guérison, j'ai oublié d'introduire aussi la connaissance, l'écriture, la lecture. Les activités que tu as mis en place. Les 3 choses, en fait, qui m'ont guidée, c'est l'écriture. Je dis pas spiritualité, d'abord parce que j'ai d'abord beaucoup écrit, beaucoup lu, avant de rentrer dans la phase spirituelle, tu vois. Parce que jusqu'ici, ma spiritualité, c'était suivre ma grand-mère. Hein. J'allais, je faisais les trucs comme beaucoup. Hein. Beaucoup, je suis dedans parce que mon père, ma mère, moi, je faisais ça. Alors que depuis petite, j'avais des carnets d'écriture. J'écrivais mes parcours, ce que je faisais, tu vois. Et l'écriture, en fait, ça a été pour moi une vraie thérapie. Une thérapie. Quand je suis arrivée en France, Dieu merci, j'avais une bibliothèque en face de chez moi.
waouh, je me dis, mon papa m'envoyait des livres, mais là, j'ai tout. J'allais à la bibliothèque, j'écrivais, j'ai beaucoup écrit, même jusqu'à aujourd'hui, si tu vas dans mon sous-sol, j'ai des cahiers qui ont 25 ans. Des cahiers d'écriture, j'ai écrit des scénarios, j'ai écrit des projets, j'ai tout écrit. Donc, si TF1 m'appelle aujourd'hui pour proposer des idées, là, j'ai tout déjà, j'ai tout couché. Au passage, si TF1 m'entend, ou France 2, ou je sais pas, ou même des médias africains, j'ai trop d'imagination. Et je me suis créé un monde, tu vois. Et dans ce monde, tu sais, quand tu écris ou tu lis, comment dire, nous les artistes, quand on écrit, on lit, on se permet une vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et je me suis dit, écoute, tu as vécu ça, Esther, ok. Tu as le choix, soit de rester dans cette vie ou de créer ta vie. Donc, je me suis écartée, je me suis levée, j'ai créé ma vie, ma bulle. Et dans cette bulle, j'ai vécu des années. Tu vois, et ça m'a guéri aussi. Mais tout à fait. J'ai dit, ah ouais, personne ne peut me faire du mal. Je suis pas en danger ici. Et ça a été vraiment très créatif. Moi, je dirais que c'est l'introspection que tu as eue. Et face à ça, tu avais déjà les armes en main. J'avais les armes en main. Oui. Et en plus, quand tu écris, ou quand tu écris et que tu fais lire tes écrits par des personnes de la bibliothèque ou à l'école qui disent « Ah, mais c'est bien ce que tu fais !» Tu dis « Wow !» Tu vois. Ou bien même quand tu lis un livre à l'école, parce qu'on lisait des livres, on te dit « Tu peux lire, c'est toujours toi qu'on choisit pour lire les textes. » Ça veut dire que tu as quelque chose. Donc, ça me valorisait. Donc, j'ai dit « Écoute, les histoires de blessures, là, on laisse de côté. On se construit dans ce monde imaginaire, là, tu vois. » Voilà. Et ça m'a aidé. Moi, j'ai envie de dire à une personne aujourd'hui, tu as été blessée, peu importe les blessures, hein. Mais tu sais, il y a même des blessures émotionnelles qui sont créées aussi par le manque. Moi, dans mon cas, moi, je mens pas. J'ai jamais été pauvre de ma vie. Tu vois, Dieu merci. Je peux pas mentir, oh, je manquais à manger. Non, c'est faux. Il y a des personnes qui ont tellement manqué, qui ont des blessures, des blessures profondes, qui ont peur d'échouer, qui ont peur de manquer, qui sont toujours sur leur compte. Je suis à combien, je suis à combien. Ça, c'est pas bien. Oui. Il faut quitter ça, tu vois. Oui, ou bien des blessures, on t'a abandonné quand tu étais enfant, on t'a rejeté, le rejet, l'abandon. Ou même une femme qui a été trompée, qui a été humiliation, battue aussi, la violence. Oui. Ok, je peux pas te comprendre parce que j'ai pas été trompée, j'ai pas été battue. Mais tu fais quoi en fait? Tu vas rester une victime toute ta vie? La question qu'il faut se poser, c'est la meilleure. Tu comprends ou pas? Qu'est-ce que je fais face à la situation? Tu fais quoi face à la situation? Parce qu'elle est déjà là. Elle est déjà là, tu vas changer quoi en fait? Moi, c'est comme si tu es dans un avion. Ça commence à... Tu hurles dans tous les sens. Je sais que c'est humain, hein, mais à un moment donné, tu dois te calmer en fait. Il arrivera ce qu'il arrivera. Mais tout dépend si dans ta tête, tu as quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ta situation, c'est quoi? Tu es une maman, tu as des filles, tu as des garçons, tu as des enfants à gérer. Tu dois guérir. Peut-être pas pour toi, hein, si tu veux pas guérir pour toi, mais guérir pour eux. Tu as quelque chose, tu vois. Quelle est ta thérapie? Moi, ma thérapie, c'était l'écriture, la lecture et l'ouverture. Voilà, j'ai questionné les mondes. Comme j'ai dit depuis enfant, quand je ne comprenais pas, j'ai dit, moi, je ne comprends pas. Pourquoi, nanana. La curiosité intellectuelle, quoi. Pourquoi tu poses ça? On t'a dit c'est comme ça. J'ai dit, non, c'est pas comme ça. Comme quoi, la lecture nous nourrit, les écrans nous vident. Donc, lisez. Bien sûr, on lisait. Bien évidemment. Donc, je lisais. Voilà, donc quand j'ai fait, c'est pas... Enfin, en plus de l'écriture, de la lecture, et aussi de ma quête spirituelle. Enfin, voilà. Et là, je commençais à voir le monde différemment. J'avais un autre regard. Tu vois? Je me marierai jamais. Je ne vais pas me marier. Et pourtant, j'aimais les enfants. J'ai toujours aimé les enfants, tu vois. Et j'ai toujours un bon contact avec les enfants. Je dis, Esther, tu vois les enfants, comment ils t'aiment là. En fait, en vérité, les enfants m'ont toujours choisi. Je dis, si tu veux les enfants là, à un moment donné, bon. Et oui. Et du coup, ça a été vraiment la délivrance, on va dire, en griffe. Et après, à partir de ce moment-là, j'étais guérie. Quand je pensais à ce qui m'était arrivé, j'avais plus la haine, j'avais plus le rejet. Je voyais plus les hommes comme des porcs, excuse-moi. En plus, même je pouvais pas me permettre de penser ainsi parce que j'avais un bon père. Tu vois, j'avais un bon papa. Il m'a jamais fait du mal. Il m'a jamais cassé. Il m'a jamais... Et j'avais d'autres hommes aussi autour de moi qui m'ont même pas fait du mal. Je me suis dit... Tu vois, Esther, c'est pas les hommes. T'as eu ça, mais regarde autour de toi, t'as ton père, t'as tes oncles. T'as vécu avec des oncles. Ils t'ont fait quoi, tes oncles avec qui t'as vécu dans les maisons là? Rien. Tu vois, tout le monde n'est pas pareil. Et à partir de là, j'ai guéri, j'étais une nouvelle personne et je pouvais enfin
comment dire, et me lancer C'est sur ma disposé à aimer. voilà, disposée à aimer. Ouais, je Voilà. pouvais me lancer à disposer. Enfin, Ouais. j'étais disposée à aimer. Après, avant la rencontre spirituelle, j'avais rencontré un garçon. On est ensemble, on est resté ensemble quelques mois. Et même notre relation, la seule relation que j'ai eue d'ailleurs avec ce garçon-là, ça m'a pas marqué plus que ça parce que je savais très bien que c'est parce que je voulais, tu vois. Mais quand j'ai vraiment fait cette connexion spirituelle là, c'est là même que mon identité a été dévoilée, tu vois. Oui. J'ai su qui j'étais et là j'étais ouverte, tu vois, à l'amour. En fait, je sais pas comment le dire, peut-être que les gens Non, peuvent... non, je pense que tu définis très bien à ta manière le processus de reconstruction. Oui, oui. C'est-à-dire que tu as eu une situation, à un moment donné, tu as beau étouffer parce que le sport a pris le dessus, tu as été aimé parce que ton cheminement devait être vers là jusqu'au jour où tu t'es dit, ah, j'accepte cette situation. Et quand tu as accepté, tu as fait l'introspection. Et sur l'introspection, tu as mis les mots à ce que tu souffrais et ce qui te dérangeait. Et la rencontre de ce bien-aimé a fait en sorte que tout s'est ouvert. Oui. Et tu étais déjà aligné à toi parce que tu savais, étant curieuse, étant intellectuelle et avec une curiosité intellectuelle, ça a développé, ça t'a permis d'avoir facilement l'ouverture d'esprit, pardon, acceptation, mettre les mots à ta douleur. Bien sûr. Et ensuite, spirituellement, te remettre en toi. C'est à l'intérieur de toi, tu t'es redéfini, donné ton identité et tu savais qui était pour toi parce que c'était en adéquation avec l'homme que tu as rencontré. Exact. Voilà. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'avais cette rencontre spirituelle, j'avais cet entourage spirituel. Parce que souvent, je ne parle pas des déviations, tout ce qu'on entend, je mets ça de côté. Mais il y a aussi des bonnes personnes, c'est ce qu'on disait avant l'enregistrement. S'il y a du faux, les faux viennent d'où? Ils copient les vrais, tu vois. Donc, il y a aussi des vraies personnes dans notre parcours de vie, dans notre chemin. C'est-à-dire des personnes, des mentors, même des acteurs. Moi, j'aimais beaucoup les films, j'aimais beaucoup la télé. J'ai toujours aimé les médias, tu vois. Et pour te dire, ce sont les circonstances de la vie qui m'ont poussée vers la filière professionnelle parce que j'avais besoin d'argent. Alors que mes professeurs au collège, j'étais tellement douée en écriture, en lecture, me poussaient vers un bac L pour être journaliste ou bien avocate ou bien... En tout cas, j'avais un métier littéraire, tu vois. Mais quand je voyais ma réalité, c'est-à-dire, je voulais de l'argent. J'avais des projets, je voulais aider ma mère et tout. Donc, je voulais de l'argent. Donc, cette curiosité-là, elle a toujours été en moi, tu vois. Et là, ces rencontres spirituelles et ces enseignements, cette relation que j'avais avec Dieu, tu vois. Moi, j'ai trouvé cette relation en Jésus. Moi, je suis chrétienne, voilà. Moi, je respecte la foi de chacun. Moi, c'est en Jésus que j'ai trouvé ça, en tout cas. Là, j'ai dit, waouh. Déjà, je découvre qui je suis. Je découvre qui je suis. Jusqu'à mon identité. Mon nom a été même changé. C'était pas, je m'appelais pas Esther à la base. J'avais un autre prénom, tu vois. Bon, le prénom est là toujours parce que c'est toujours sur mes papiers. Parce que tu sais, pour changer de prénom en France, il faut beaucoup de démarches. Sauf que ce prénom, je l'ai eu dès ma naissance. Indiscret, c'était quoi? C'est Wislaine. Wislaine, tu vois, c'est difficile à prononcer. Tu sais que le prénom m'a été donné, Esther m'a été donné par ma grand-mère dès que je suis née. Elle-même s'appelait Esther. La reine Esther. Elle avait dit de m'appeler Esther. Mais je ne sais pas qui est venu, elle dit non, il faut m'appeler comme ça. Elle avait vu. Mais on ne m'a pas appelé. Peut-être que si on m'avait appelé Esther dès le début, là, je n'aurais pas eu le même parcours de vie. Mais bon, voilà, c'est un mal pour un bien, comme on dit. Et c'est plus tard, quand cette rencontre spirituelle va venir, le prénom, parce que dans ma famille, du côté de ma mère, on m'a toujours appelé Esther. Hein. Oui. Toujours, parce qu'ils avaient la vision. Le prénom revient. Il faut que je m'appelle Esther. Et c'est une maman à moi, une maman que j'aime beaucoup, qui m'a dit, j'ai fait un rêve, je t'appelais Esther. Comme quoi, c'était aligné. Elle me dit, tu t'appelles Esther, toi? J'ai dit, bah, comment tu sais? Alors que je lui avais jamais dit que je m'appelais comme ça. Elle me dit, tu t'appelles Esther, pourquoi tu m'as pas dit? J'ai dit, bah, et là, j'ai dit Esther. Et dès lors que je me suis attachée à cette identité d'Esther, là, tu vois, comme on dit, le prénom, c'est très important. Oui.
Moi, j'ai rencontré une fille au travail, elle me disait que son prénom veut dire souffrance. Souffrance! Et si tu vois le parcours de vie de la personne, sans mentir, que la souffrance. C'est que de la souffrance. Chaotique. Tout était chaotique dans sa vie. J'ai dit, il faut aller changer ton prénom. Si tu ne changes pas, ça va te suivre. Donc, à partir du moment où je suis devenue Esther, mon parcours a changé. L'amour, oui, l'amour. Après, bon, dans ce chemin, je voulais l'amour, hein. J'étais prête, hein. J'étais prête à, voilà, j'étais dans mon petit parcours spirituel, j'avais mes petites routines, j'avais mon petit boulot, j'avais des études, c'était bien, mais voilà. Mais ma question est de savoir que quand tu rencontres cette personne-là, est-ce que tu avais déjà défini qu'est-ce que tu voulais comme personne? Bien sûr. Tu peux nous dire oui, moi je savais. Quel genre d'homme tu voulais? Ben oui, déjà moi, oui, très important, on avait parlé sur le live qu'on avait fait. Déjà, j'avais pas de... Moi, je voulais un homme croyant comme moi, chrétien. Parce que toute ma vie, en fait, c'est-à-dire que cette rencontre a tout bouleversé. Désormais, ma vie était tournée autour de ça. C'est mon essence, en fait, tu vois, ça fait partie de moi. Donc, il fallait un homme qui partage la même foi que moi. Je ne pouvais pas faire de concessions. Quand j'ai vu le chemin que j'ai parcouru pour arriver dans cette sérénité, dans cette paix intérieure, dans cette tranquillité mentale, j'ai dit, il faut un homme qui comprend le même langage que moi. C'est tout ce que je voulais, la foi. Mais peu importe l'origine. Par contre, j'avais pas de... Je m'en fichais de son origine. Soit chinois, français, camerounais, congolais. Je m'en fichais. Moi, c'était vraiment la foi. Et aussi, je voulais un homme intellectuel comme moi. Attention, quand je dis intellectuel, je ne parle pas de... On n'est pas obligé d'avoir un bac plus 5 pour être intellectuel. Oui. Bien que j'honore les personnes qui ont beaucoup de diplômes, moi, je vous... Voilà. Parce qu'on pense souvent intellectuel, c'est bac plus 1000. Non, moi, je connais des personnes qui n'ont même pas le CAP, le brevet de collège. Et quand tu parles avec elles, tu es obligé de décrire quoi. Répète ce que tu as dit là. Tu vois? Donc, je veux un homme instruit. Bien dans ses bottes. Responsable, comme mon père. Responsable, tu vois? C'est-à-dire, c'est quelqu'un... Tu fais un choix. Mon papa avait fait un choix. Maintenant, il ne pouvait pas fuir. Il a assumé. Même à distance. Tu vois, même à distance. Moi, je voulais un homme intellectuel qui sait parler. Moi, je parle beaucoup. Je pose beaucoup de questions. Tu comprends? Je posais toujours des questions. Qui soit capable de... Voilà, quoi. Tu vois, toi, tu es là. Tu t'intéresses à des choses élevées. Tu veux voyager. Moi, je voyageais beaucoup. Qui te type? Tu vois, moi, je voyage. Je suis une voyageuse. Toi, tu bas, quoi. Oui, moi, j'ai toujours voyagé. Que ce soit en train, en avion. Moi, je veux un homme qui aime voyager. Je veux un homme qui est généreux comme moi. Moi, je suis une femme très généreuse. Depuis que je suis petite, ma grand-mère me disait, tu nourrissais le quartier. On savait que quand Esther cuisinait là, toute la maison, il y avait à manger. Donc, j'ai toujours été généreuse. J'aimais donner. Jusqu'à aujourd'hui, hein, j'aime donner. Donc, si j'avais un radin, c'est mort. Quelqu'un, tu vas donner. Oh, tu as encore donné. On peut donner. Je ne parle pas de ceux qui mangent en abusant de toi. Tu vois, on ne donne pas bêtement. Il faut donner aussi avec sagesse. Moi, je voulais un homme généreux. Tu vois. Et c'est tout. Intelligent, spirituel, intelligent, généreux, ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit. Est-ce que ce ne sont pas des valeurs qui te sont propres? Oui, je pense. Qui se ressemblent, ça semble. La générosité. Même si on dit que les contraires s'attirent, moi, je voulais quelqu'un qui me ressemble, en fait. Mais tu sais, le mariage, c'est une vision, en fait. Oui. Moi, j'avais ma vision. Je suis d'accord. Moi, j'allais pas prendre quelqu'un qui avait... Si nos visions s'accordent, c'est bien. Mais attends, toi, tu vas aller, je sais pas, tu vas aller au Mali, lui va aller au Burkina. Non. Donc, moi, je veux quelqu'un qui... Pas qui me ressemble, qui pense comme moi, on sera différents. Mais qui soit ouvert d'esprit. Oui, oui. Tu vois? Moi, je suis haïtienne. Je sais que je connais la capitale du Maroc. Je m'intéresse au Maroc. Je m'intéresse à l'Algérie. Je m'intéresse au Pakistan. Je m'intéresse au Cameroun, tu vois? Je suis pas dans mon petit cocon haïtien, à manger haïtien, cuisine haïtien, à parler... Non, ça m'intéresse pas. Ça, je voulais pas. Pour toi, la différence, c'est une richesse, quoi. Ah, mais ça c'est indispensable. Une richesse, tu vois. Donc, j'ai épousé un mari burkinabé sénégalais, mais c'est avec lui que je découvre l'Afrique, tu vois. Je connais des plats, des tchèps, des machins, la nourriture, la richesse, c'est avec lui. Mais si j'étais restée dans mon petit confort, je veux ça... Après, c'est un choix. Et quelles sont donc les valeurs qui te sont propres à toi? Parce que quand je t'entends, il y a la générosité qui est là, l'ouverture d'esprit. Ouais. On sent le partage. Ouais, le partage. Oui, beaucoup de partage. On sent aussi une personne, l'amour.
beaucoup d'amour. Ouais, moi, Qui aime tout le monde. Ouais, Voilà. que Dieu m'aide. En tout cas, je suis pas arrivée. C'est mon but. C'est ça, en fait. Et c'est pas facile. C'est pas facile d'aimer tout le monde. Mais j'essaye. C'est mon rêve. C'est mon but. Il faut des limites à tout. Il faut aussi des limites. Hein. Donc, quand j'ai dit aimer, c'est aimer l'être humain. Oui. Tu comprends? Je suis c'est d'accord. l'humain que j'aime. Mm. Avec ses failles, avec ses perversions. Parce qu'en fait, moi, je suis désolée, je vais parler pour ma paroisse. Comme on dit, moi, je suis chrétienne. Dieu est amour. Oui. Normalement, non, c'est vrai ou pas? Oui, c'est ce qui est. J'ai pris un. Ça veut pas dire que. Attention, je suis pas en train de dire j'aime encore tout le monde, c'est facile, oh, je pars. C'est faux. C'est un combat de tous les jours. Mais le but, c'est je veux atteindre ça. Accepter les autres tels qu'ils sont les et autres, prendre le aimer meilleur les gens. d'eux. Par exemple, si tu me dis quelque chose qui m'avait beaucoup fait mal un jour, une personne m'avait dit je vais me marier, mais tout sauf en arabe. C'est comme si elle m'a mis un couteau au cœur. Ça m'a brisé en fait. Et ça, c'est pas parce que ça m'a fait mal. Je me suis dit, tu te rends compte en fait de ce que tu dis. Et ça, c'est à partir de ce moment-là où je commence à faire ce travail d'apprécier tout le monde. Que tu sois, peu importe, il y a du bon, du mauvais dans tout. Quand je vois un arabe, je vois pas un arabe. Quand je vois un chinois, je vois pas un chinois. Je vois un humain. Tu vois. Et moi, l'amour, pour moi, c'est la base de tout. D'accord. Tu comprends? C'est l'amour. Même envers mes propres enfants, des fois, je peux avoir un comportement, je peux m'emporter, mais tout de suite après, je me dis non. Ça, ce que tu as fait là, c'est pas bien, Esther. Tu peux traumatiser l'enfant, tu peux le frustrer. Et je reviens. Parce que c'est ça aussi quand on est parent, c'est pas c'est comme ça. Non, on a aussi tort. Savoir reconnaître. Savoir reconnaître nos torts. L'amour, pour moi, c'est la base. Est-ce que c'est pas pour ça que j'ai envie de dire que le choix de ton métier, de ce que tu fais aujourd'hui? Oui, c'est par l'amour. Parce que quand on dit consultante familiale, parentalité, éducation. C'est parce que je veux donner. Je veux pouvoir donner. En fait, moi, je suis une personne aussi, j'aime pas la médiocrité. Tu le sais, hein, je l'ai dit 1000 fois. Moi. Après, on a tous une définition de médiocrité. Hein. Oui, je comprends. Ma définition de la médiocrité, c'est que quand on a des enfants, surtout en France, je trouve pas ça normal qu'en France, qu'il y ait des enfants qui n'aient pas de livres, qui n'aillent pas. On est samedi aujourd'hui. Que font tes enfants à la maison? Ils font quoi? Ah, Esther, j'ai pas d'argent. Non, t'as l'argent. Quelle est ta vision? Quelle est ta priorité? Mon père, il n'avait pas de papier en Europe. Il pouvait dire, j'ai pas de papier, je laisse ma fille. Non, il avait une vision pour moi. Tu vois? Donc moi, j'aime les gens. Je veux que chaque enfant, que chaque jeune, que chaque adolescent excelle. D'accord. Et pour moi, la meilleure manière d'exceller, je vais choquer certaines croyances, hein, c'est pas la spiritualité, ma sœur. Tu peux avoir la plus belle spiritualité du monde, peu importe ta branche spirituelle, le Dieu que tu sers. Excuse-moi, ça ne nous intéresse pas. C'est pas ta spiritualité qui va faire de toi quelqu'un. D'abord, ton identité. Tu peux être spirituel, tu pries. Mais on est dans une société de visibilité, de capitalisme. Ton enfant peut être spirituel, mais s'il ne lit pas, il ne fréquente pas des lieux intéressants, sa spiritualité sert à quoi? Tu comprends? Instruis ton enfant. Donne-lui des ouvertures ou ton jeune. Emmène-le au musée. Emmène-le au parc. Il y a des expositions partout. Je viens de voir hier, il y a une exposition sur la Seconde Guerre mondiale. C'est gratuit, ça, la Défense. Tu comprends? Préparer les hommes, Préparer les enfants, les hommes. Moi, c'est les enfants. Hein. Les adultes, là, je dis pas que c'est trop tard. Les enfants sont les adultes de demain. Non, c'est même les adultes. Les enfants, c'est pas pour l'avenir qu'on les prépare, c'est pour maintenant. Pour maintenant, pour être meilleur. Pour être meilleur. Plus tard. Tu vois? Donc, moi, mon amour pour la réussite de ces jeunes-là, c'est ça qui me pousse. C'est ta mission. C'est ma mission. C'est-à-dire, tu vois, moi, j'ai un parcours scolaire et professionnel vraiment atypique. Hein. Je suis un zèbre. Hein. Donc, le zèbre, il est atypique. Il ne fait pas comme tout le monde. Demain, je passe un coup de fil lundi. J'ai mon poste. Hein. Mon mari le sait. Des fois, je suis là, je mange avec mes enfants. Ah, Esther, c'est tel cabinet. Oui, bonjour. Est-ce que vous voulez revenir sur le monde du travail?
Je suis en fait de carrière, je suis gestionnaire paye et administration du personnel. Donc je fais la paye, c'est moi qu'on vient gronder le 27 quand le virement ne passe pas. Mais oui. Administration du personnel, les carrières, je fais des retraites aussi, des dossiers de retraite. Ça j'aime bien. Et il y a du boulot à foison dedans. C'est pas dans les ressources humaines. Les ressources humaines, il y a du boulot. Tu vois. Mais moi, c'est pas ça. Moi, ça, c'est de la compétence. Ouais, c'est de la compétence. La mission, c'est améliorer la vie des gens. Moi, je suis consultante éducation et parentalité. Je ne suis pas une experte ou psychologue, neuropsychologue, pas du tout. Moi, je peux t'emmener à comprendre ton enfant, à te comprendre d'abord, à savoir, moi, j'ai des parents qui ont des trésors. Tu vois, moi, je parle avec un enfant en 2 secondes, je peux te dire... Lui, là, c'est pas n'importe qui. Mais les parents ne sont même pas conscients. Mais oui. Quand tu as un enfant qui parle trop, qui pose trop de questions, qui est trop curieux, il faut pas le stigmatiser. Au contraire, tu as quoi dans ta maison, là? Pourquoi il parle beaucoup? Pourquoi il pose tant de questions? Creuse. Parce que tu ne sais pas qui tu as chez toi. Donc moi, c'est ma mission de vie. Jusqu'à hier encore, cette confirmation m'a été faite. Je ne peux pas faire autre chose, en fait. C'est jusqu'à mon dernier souffle. Est-ce qu'il ne faudrait pas éduquer aussi déjà les parents de nos jours? Parce que ce que tu fais est noble. Moi, je dirais plutôt que... Moi, ça me parle. Ouais. Quand il y a une fille, ça me parle, je comprends bien certaines choses. Mais nous vivons l'époque où parfois, on reproduit les schémas de ce que nous, on a eu, au lieu de comprendre que non, le monde n'est plus ça. Préparons nos enfants, essayons de suivre. Qu'est-ce que tu regardes l'enfant, tu dis, ça, est-ce que c'est ça qui peut être mieux? Ou demander même à l'enfant. Peut-être que l'enfant ne peut ne pas connaître. C'est pour ça que moi, les personnes que j'accompagne aujourd'hui, ce sont les familles, les parents. Moi, je passe par les parents, je leur propose mon programme de coaching, d'accompagnement. Je leur dis, je propose ça. Toi, déjà, moi, j'ai des parents que j'accompagne. Je fais aussi du coaching de vie avec ces parents-là. Tout ce qui est identité, la confiance en soi, parce que j'ai des personnes qui, malheureusement, sont divorcées, qui sont monoparentales, qui sont divorcées, il y a eu des blessures. Oui. Déjà, je travaille déjà le chemin avec ces parents-là. Et moi, je fais un pack famille dans le sens où je prends la mère ou le père, toute la famille, et ensuite les enfants bénéficient. Oui. J'accompagne les parents. Et ça agit sur les enfants, sur les jeunes. J'ai des jeunes pour l'orientation professionnelle, les aider à trouver la bonne orientation, la bonne école, la bonne formation. Mais ce sont les parents, en fait, qui souscrivent, en fait, à mes coachings. Ah oui, tu as plusieurs casquettes, alors. Voilà, donc moi, quand je dis famille, c'est vraiment la famille. Moi, je peux avoir une famille aujourd'hui qui est dans une situation financière précaire, parce que j'ai aussi la casquette finance. J'ai dit non, je t'accompagne pour tes enfants, mais ta finance, là, ça va pas, là. Tes dépenses bizarres que tu me fais, là, on va mettre de l'ordre dans tes finances. Tu comprends? Donc, la famille, moi, je suis dans la famille. Quand on parle de parentalité, c'est une globalité. En fait, il ne faut pas limiter parentalité, les couches culottes, les enfants, non. Une maman qui est fauchée tous les jours. Je suis désolée, je ne juge pas. Hein. Non. Il y a un moment où tu dois te faucher, ma soeur, mon frère. Mais il y a un moment où tu dois changer. Quand tu es fauché tout le temps, tu vas acheter quel livre à ton enfant? Rien du tout. Quand tu es fauché, dis-moi, pendant les vacances, là, ton enfant, il va où? Donc moi, je veux débloquer les parents, les cerveaux. Écoutez-moi bien, les parents. Moi, je ne m'adresse pas aux Africains ou quoi. Hein. Moi, j'ai tous les parents. Tu m'écoutes aujourd'hui. Vous m'écoutez aujourd'hui. Contacte-moi. On va parler de coaching. C'est pas du rêve. Moi, j'ai des témoignages qui arrivent bientôt sur les réseaux sociaux. C'est parce que j'ai dit aux gens, calmez-vous. On est en train de mettre l'excellence. On met les choses en place. Soyez pas pressés, on arrive. Bah oui. Non, parce que tu sais, il y a des... Moi, comme tu me disais avant de commencer l'émission, maintenant, je sais qui je suis. Dans mon coaching. Hein. Parce que autant je connais mon identité de femme mariée, de mère, j'ai un mari, on est dans un couple mixte, la différence, ça, je gère. Mais sur le plan personnel et professionnel, en tant que consultante, je suis très importante, en fait. Je le dis, c'est pas de l'orgueil, hein, parce qu'on imite. Ah oui, l'orgueil, l'humilité. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est pas baisser la tête. Bonjour. Non, l'humilité, c'est de dire, je suis consultante. C'est l'amour propre. J'ai géré ça. Il y a 10 ans, j'ai géré telle situation avec telle famille. Tu veux l'appeler la famille, tiens son numéro, tu appelles. J'ai confiance dans ce que je fais. Je te vends pas de rêve, moi. Pas dire en 4 jours, à 4 coachings, c'est bon, non. Non, je serai pas à Dubaï avec mon Mac.
dans l'eau, les pieds dans l'eau, avec le Mac, machin. Viens prendre un coaching. En 3 jours, ta famille, elle va être au top. C'est faux. Moi, j'ai fait un travail de fond. Oui. Un travail de qualité. Un processus. Un chemin. Et j'ai pas les miracles. Il n'y a pas de miracle là-bas. Tu fais ça, il y aura ça. Tu appliques. Parce que moi, des fois, tu peux voir des gens, ils vont dire, ouais, mais c'est cher le coaching. Toi, déjà, c'est fini. Tu m'appelles même pas. Si tu as ça dans ta tête, ne m'appelle pas. Investissez sur vous. Investis sur toi. Investis sur toi. C'est ça ou pas? Remplis la tête et la tête. Donc, moi, je vais vous laisser mes coordonnées. Faut m'appeler. Je veux que lundi, mon téléphone soit blindé. Tu peux donner tes coordonnées. Parce que non, parce que c'est terrible, l'ignorance. Tu penses que je suis arrivée là aujourd'hui parce que c'est pas le hasard. Tu comprends? J'ai investi en moi. Mes parents ont investi en moi. La France a investi en moi. Non, mais parlons de la France, quoi. C'est le pays qui m'accueille à 14 ans. Mes meilleurs diplômes sont en France. Je suis française. Tu vois? Et je suis fière de dire que je suis française. C'est pas que sur les papiers, hein. Je suis d'origine haïtienne, j'aime Haïti, mais j'aime aussi la France. Et tu sais que j'enseigne des parents aujourd'hui à aimer la France. Si tes parents n'aiment pas la France, les enfants vont aimer la France comment? Comment veux-tu que ton enfant se sente français, qu'il puisse s'intégrer dans ce pays si toi-même tu passes ta journée à critiquer la France? Tu peux garder ton côté africain entier, c'est bien, mais on peut aimer les deux. Parce que tu es en train de priver tes enfants des grâces. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui te suit maintenant pour résumer et pour résumer de tout ce qu'on a dit? Quel message aimerais-tu dire à une personne qui nous suit? Oui, déjà dans le sujet, tu me disais aussi parler de couple mixte. Moi, je suis dans un couple mixte. Moi, je suis haïtienne, originaire d'Haïti, mon mari de Burkina, Sénégal. Déjà, je voudrais dire à une personne, ouvre ton esprit. Le couple mixte, c'est aussi très beau, mais il y a aussi des défis. Donc, connaître la culture de l'autre, connaître la manière de fonctionner de l'autre, surtout des parents, des grands-parents, tout ça, pour pouvoir... C'est pas impossible, mais il faut juste, comme tu l'as dit dans ton livre, connaître la personne, se renseigner d'abord. Donc, moi, je voudrais dire à une personne d'ouvrir son esprit. Ne pas vouloir forcément épouser la personne de ton pays ou de ta région. Même, il y en a même, c'est jusqu'à la région, jusqu'à l'ethnie. Je dis c'est dommage de rester sur ça. Et les couples mixtes, c'est pas que européens, ou africains ou asiatiques. Ah, ça? Haïti, Sénégal, Burkina, c'est vraiment mixte parce qu'on a vraiment des cultures différentes. Et après, je voudrais dire à une personne aujourd'hui, si je suis là, à cette table-là, je suis en mission pour toi. Pour t'aider, pour aider ton enfant à passer à un autre niveau. Parce que si tu ne fais rien là, tu vas toujours être en bas de l'échelle. En plus, non seulement si toi-même tu es en bas de l'échelle, pour toi, ça te regarde. Pense à ton enfant. Pense à ton jeune. Pense à ça. Et investis dans un coaching. Un coaching, on n'est pas là pour manger ton argent. On est là pour te donner les clés. Pour te donner les outils. Moi, même si je ne suis pas experte dans un truc, dans un domaine, je connais, je peux te brancher à des experts. Parce qu'il faut être humble. Moi, je ne suis pas psychologue. Tu vois, mais je connais des bons psychologues. Et aussi, je voudrais dire aussi aux personnes qui pensent que les psychologues, c'est pour les fous, ce sont des croyances qu'il faut briser. Il faut couper ces croyances-là. Surtout la communauté africaine. Oui, bon, pardon. Je ne vais pas me chercher des problèmes. Donc, couper moi, je l'ai dit. Tu l'as dit, je suis africaine. Coupons nos croyances. Les psychologues, ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre truc. Bon, ben, Esther, elle vient dans la communauté africaine, il faut dire. Avec moi, je te parlerai de psychologue, de psychiatre même pour certains. Parce que le problème, c'est que si tu ne fais pas psychologue, là, ça va encore être psychiatre. Alors qu'il y a des choses que tu peux gérer en amont. Voilà. En effet. Et je te parlerai de spiritualité aussi. Enfin, je parle de spiritualité pour les personnes qui sont ouvertes à ça, qui sont dans... Mais équilibrée, ma sœur. Équilibrée. Pas la spiritualité, Dieu va faire là. Comme disent les Congolais, Nzambe Azakosa là. Non, c'est pas ça. Dieu t'a donné un cerveau. Ah oui. Moi, mon mari le sait, tous ceux qui sont autour de moi savent que je suis une femme équilibrée. Tu comprends? Moi, dans mon schéma de vie, il y a Dieu, ma relation avec Dieu, le divin. Quand je fais n'importe quoi, c'est vers lui que je vais. Il me dit, t'as mal parlé à ton mari, t'as mal parlé à tes enfants. Vas-y, je me mets, tu vois. J'ai ma famille, mon mari, mes enfants. Tu comprends? Mon cocon familial. Et ensuite, j'ai mes activités
spirituelle communautaire, que ce soit mosquée, église ou pas. Je ne mets pas d'abord mes relations d'église, mes trucs d'activité d'église, Dieu et ma famille. Donc, je t'équilibre aussi dans ces choix-là. Maman, tu as des enfants le samedi, là. Qu'est-ce que tu fais à l'église de 7h à 22h? Tu fais quoi là-bas? À prier. Tu pries qui? Tout ça, j'ai fait dans le coaching familial. Équilibre ta vie. Passe du temps avec tes enfants. Nourris tes enfants. Nourris tes jeunes. Nourris-toi. Maman, nourris-toi. Lève-toi. Samedi, il est quelle heure? Tu fais quoi encore au lit? On a fini, Fanel? On a fini. Je n'ai pas regardé. Tu vois? Bon, vas-y. Donc, je clôture. Non, le temps là même, c'est trop peu. Faut revenir. Donc, je conclue. Je vais laisser mes coordonnées après sur la chaîne. Communauté, lève-toi. Prends un coach sérieux pour t'emmener, pour t'accompagner. Change ta mentalité, équilibre ta vie. Les blessures, ça ne tue pas. Tu as vu depuis que tu as été blessée là, est-ce que tu es morte? Non. Si tu n'es pas morte, tu n'es pas morte. Maintenant, prends les bons outils pour te lever. Voilà. Très bien. Bon, vous avez suivi cette interview et je pense que si tu as suivi avec l'oreille attentive comme moi, tu auras forcément des choses à réajuster dans ta vie pour toi-même, pour ton amour, pour la vie, quoi. Je suis tout simplement Lily Char, coach en résilience émotionnelle, auteur du livre de culture Une séparation. Vous pouvez vous procurer ce best-seller et vous allez voir ce qu'on appelle se reconstruire. Bien évidemment, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Lily Char YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. À très bientôt pour un nouveau podcast.